Bonsoir mesdames, messieurs, très chers fidèles téléspectateurs de Live TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver, d'autant plus heureux qu'il fallait être animé d'une foi inébranlable, qu'il fallait être un peu même givré pour croire que cette équipe qui, il y a une semaine, jour pour jour, était complètement moribonde. Cette équipe allait se transformer, cette équipe allait présenter un visage nouveau, signe bien sûr de la récupération après cette raclée face à l'équipe de Guinée équatoriale. L'équipe de Côte d'Ivoire est bel et bien qualifiée. Nous sommes là ce soir pour en parler avec vous. Eh bien, nous vous remercions d'être là, surtout pour qu'on comprenne ensemble de la bouche de nos camarades qui sont sur ce plateau, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette transformation s'opère. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, vous allez bien? Faut même pas me demander. Bonsoir chez vous, merci d'être avec nous. C'est avec un grand plaisir que nous prenons langue avec vous pour ce grand talk. Voilà, sous des auspices de victoire, des éléphants, de zéro à héros, on peut le dire. Hier, une nation a vibré et pardonnez-nous encore, on continuera de vibrer cette grande résurrection. Notre plateau est 7. Marius Komoé est là, bonsoir. Bonsoir. Sarah Ndiaye, bonsoir. Gérard Talman également. Bonsoir Christelle. Et le plus important, vous êtes là. On y va maintenant. Eh bien, on l'a dit, hein, l'équipe de Côte d'Ivoire a réalisé ce que tout le monde attendait d'elle. Le peuple est exigeant, mais surtout un peuple passionné et amoureux de foot et amoureux de son équipe nationale a vibré hier et aujourd'hui, on va essayer d'en parler. Et pour commencer tout ça, il faut qu'on se prépare à recevoir Gérard Talman avec qui on va parler justement et décrypter l'ensemble de ce qui s'est passé hier à travers trois principaux éléments, Christelle. Exactement, exactement. Et pour parler avec Gérard, il y avait évidemment la porte à ouvrir et c'est maintenant. Minutes Sport, c'est avec Gérard. Ben, Gérard, hier, la première des questions qu'on s'est posées, c'était vraiment cette composition sur 11 des départs. C'est ça. Il a un peu surpris, il était un peu détonnant, mais il faut quand même en tirer les conséquences. Exactement. En tout cas, on parlait ici d'électrochoc. C'est ce qui s'est donc opéré parce que le coach Faye Mers a fait un choix très courageux. Voilà, donc il y a eu 3 entrants dans son 11 de départ. Donc Kosonou, Siri Jean-Michel et Max Gradel. 3 sortants, Wilfried Sengo, Kessié et Christian Kwame. Il faut être vraiment courageux pour le faire parce qu'on sait que Franck Kessié est un titulaire en puissance. Le faire sortir, là, franchement, ainsi que Wilfried Sengo également, les faire sortir, c'est franchement beaucoup de courage. Et ça, c'est d'autant plus, j'allais dire, je ne vais même pas dire extraordinaire, mais il a eu le nez creux que finalement, l'homme du match n'était autre que Jean-Michel Seri. Tout à fait. Je me souviens, André, quand on suivait la deuxième mi-temps, bon, toi, tu étais légèrement dubitatif, en tout cas, sur Jean-Michel Seri. Je me disais, tiens, mon cher, suce monsieur, parce que moi, j'ai encore en souvenir la belle carrière qu'il a faite, surtout en France, à Nice. Et je me souviens que Barcelone était venu à l'époque se renseigner sur lui. Voilà. Et il a été magnifique, parce qu'on était dans un 4-4-1-1, voilà, et ensuite qui s'est mué en 4-3-3 avec une pointe basse, Jean-Michel Seri, qui a été merveilleux, qui a été magnifique. Ah oui, très clairement. Et donc c'est à juste titre qu'il a gagné la récompense de l'homme du match. Mais en même temps, Gérard, on peut s'interroger sur un Kosonou qui a été longtemps sur les bancs, alors que c'est un grand homme, un grand défenseur qu'on a vu là. Bon, oui, effectivement, comme on le dit, c'est une sélection dans un premier temps. Donc quand on dit une sélection, il va falloir, c'est un choix qui s'opère. On choisit un et l'autre, on le laisse tomber. Donc c'est vrai que Jean-Louis Gassia a fait la sélection, il a appelé Kosonou, qui était donc présent, mais qui n'avait pas jusqu'à présent joué. Et donc, quand le coach Emers a pris fonction, il s'est dit, tiens, il pourrait être utile dans ma composition d'équipe. Eh bien, on ne parlera pas assez de nez creux. Là, il a eu, et il a titularisé Kosonou, ça a donné ce que ça a donné.
Très bien. Autre élément qu'on pourrait évidemment essayer d'analyser ensemble, ce sont les faits du match. Il y a eu quand même des faits importants dans le match. Et sans doute, vous me direz, à commencer par la douche froide du début de match. Exactement. Puisque à la 4e minute, la Côte d'Ivoire a encaissé le but. Voilà, on peut donc le remarquer sur les images. Donc c'est une faute de concentration de Serge Aurier, le capitaine. Plutôt que d'être beaucoup plus concentré sur son vis-à-vis, sur son adversaire, bon, lui, il en était à haranguer un peu les autres. Ouais, place-toi comme ci, place-toi comme ça. Et puis, bon, Habib Diallo, lui, a profité de l'aubaine sur une frappe très pure du gauche. Là, il a juste notre ami Yaya Fofana, qui, sur le coup, était complètement impuissant. Et puis, un autre fait de match qui était aussi important, Sadio Mané, qui écrase littéralement la cheville d'Ibrahim Sangaré. Monsieur l'arbitre a jugé que ça, c'était normal. Mais quand on voit et qu'on revoit les images, franchement, je crois que ça méritait là un carton rouge. Autre fait. Alors, il y a aussi la faute de Mendy sur Pépé qui, bien qui sûr, appelait un carton rouge également. Tout à fait. Là, on est tombé de nu quand l'arbitre ghanéen a mis tellement de temps. On s'est dit... Gabonais. Pardon, l'arbitre gabonais a mis tellement de temps à siffler le penalty. On est carrément tombé de nu. On s'est dit, il devait y avoir là de la promptitude. Il devait y avoir là... ça devait être du tic au tac. Mais il a fallu que les Ivoiriens puissent pester avant que l'arbitre soit appelé par la VAR. Quoi. Mais ça, on ne l'a pas compris. Et Mendy aurait dû recevoir un carton rouge. Voilà, parce qu'on peut considérer qu'il était le dernier défenseur. Mais là, on a l'image à Gérard. On voit bien. Voilà, ça, c'est l'écrasement de la cheville de Sangaré là, de la part de Sadio Mané. Très bien. Donc après ça, la Côte d'Ivoire marque donc ce penalty qui a été obtenu grâce au recours à la VAR. C'est ça. Et puis il y a eu la séance fatidique des tirs au but. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'il y a la patte, effectivement, de l'entraîneur de Faye Emer sur cette équipe-là. Ça aurait été la Côte d'Ivoire là, de quelques 3, 4, 5 jours, ben, on allait baisser les bras, on allait rendre les armes. Mais là, dès lors qu'on a encaissé un but, on a retrouvé une grinta. Franchement, c'était intéressant. Et on voit là qu'au-delà de la technicité de nos tireurs, l'entraîneur a préparé le match de bout en bout. Voilà, on est allé, nos 5 tireurs ont été magnifiques. Il n'a pas négligé la séance des tirs. Non, pas du tout. Pas du tout. Il savait qu'on pouvait en arriver à cette séance très, très fatidique. Donc, que ce soit Aurier, Allaire, que ce soit Kwame, que ce soit qui encore Kessié, qui a marqué donc, le dernier tir au but. Franchement, chapeau à eux. Et puis, il y a une note qui est vraiment très, très intéressante rapidement. André, je reviens dessus. Pour finir. Kessié, sur une note de 5, il a reçu 4,3. Et la Côte d'Ivoire, face au Sénégal, avait 57% de possession de balles pour 789 passes réussies, donc 83%. C'est dire que cette équipe n'est plus la même. Très bien. Elle n'est plus la même. C'est bien pour ça que tout à l'heure, on va s'interroger sur cette équipe complètement transfigurée, un autre visage, et on va en parler avec vous juste après donc, la fin de cette rubrique. Alors Gérard, merci beaucoup. Je vous en prie. Demain, notre rubrique. Merci. Allez, on ferme la porte et on continue l'émission. Les éléphants survoltés ont bien et bien donc terrassé les lions de la Teranga. On en parle avec vous maintenant, les amis. Comment vous avez vécu cette rencontre Oh là là, notre bienfaitrice. Et si on commençait par vous, vous étiez déjà très heureuse de savoir que vos deux pays de cœur, d'origine l'autre de cœur, ont réussi à danser ensemble pour la victoire, la qualification des éléphants. Comment vous avez vécu donc la journée d'hier? Alors, j'étais en déplacement professionnel à Lomé, au Togo. Et pour moi, c'était très important de ne pas rater une minute de ce match. J'ai eu la chance de pouvoir le regarder en intégrité. Et honnêtement, pour moi, ça a été un match incroyable. De la première minute jusqu'à la dernière, il fallait vraiment avoir le cœur solide, j'ai envie de dire. Parce que dès la 4e minute, le Sénégal a marqué. De manière assez spectaculaire. J'ai senti les Lions de la Teranga, les Sénégalais arriver avec une grosse énergie. Mais j'ai envie de préciser qu'à aucun moment, personnellement, je n'ai douté de la victoire de la Côte d'Ivoire. Vraiment à aucun moment, et comme beaucoup d'Ivoiriens, je pense. Et ce qui a fait aussi, je pense, la différence, sans rentrer dans la technicité, je pense que le mental a beaucoup joué dans ce jeu. On a senti des Ivoiriens qui n'ont rien lâché. Même après avoir encaissé un match au bout de la 4e minute,
ce qui peut être démotivant, j'ai envie de dire. Mais ils étaient venus pour, je n'ai pas envie de dire se racheter, mais ils étaient venus pour gagner. Et ils ont gagné et on a l'impression qu'eux-mêmes n'ont pas douté une seule minute. Ils sont revenus après ce but avec une autre énergie. Il y avait évidemment la tactique derrière qui était différente, mais on les a sentis extrêmement engagés jusqu'à la fin du match. Et c'était très beau à voir. Très bien. Et on est très heureux pour la Côte d'Ivoire en tant que Marocaine et Ivoirienne de cœur. Bravo aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Merci Sarah. Alors Marius Komoé, vous êtes leader de la société civile. Depuis hier, vous êtes là en tant que chroniqueur. Comment est-ce que vous avez vécu ce match? Déjà, on était à l'antenne ici lorsqu'on nous informait que la Côte d'Ivoire avait pris un but à la 4e minute. On a continué l'émission bon an, mal an. Mais après, est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté? Vous appréciez le jeu, mais est-ce que vous avez eu peur du résultat final? La peur habitait à chaque Ivoirien. Il faut le dire de façon honnête. N'empêche que dès lors qu'il y a eu ce point de presse de nouvel entraîneur désigné, Faye Emers, qui, au cours donc, de ses premiers mots adressés donc, aux médias, avait posé une question à un journaliste, a plutôt répondu à une question d'un journaliste qui lui demandait tout simplement comment il compterait aborder justement cette rencontre avec une équipe comme celle qu'il venait de prendre en cours de match. Il a tout simplement répondu aux journalistes, si vous m'avez connu, est-ce que vous m'avez connu en tant que joueur? Est-ce que vous m'avez connu en tant que joueur? Le journaliste a dit oui. Alors, il a répondu, si vous m'avez connu en tant que joueur, alors c'est comme ça que vous verrez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire face au Sénégal à la prochaine rencontre. Cela m'a donné de l'assurance. Parce qu'un nouvel entraîneur qui a été pris au pif, c'est vrai qu'il était quand même l'adjoint de Gatsé, mais être adjoint sous nos cieux n'est pas véritable. On n'a pas quand même pion sur roue. Les premières décisions ne s'imposent pas à nous. Et il pouvait simplement apporter sa modeste contribution, ses conseils, ses propositions, ses suggestions, mais la dernière décision revenait à l'entraîneur principal. Mais là, il avait maintenant une carte à jouer. Il avait quand même, parce qu'au final, il faut le reconnaître, Faye Emers, il est titulaire d'un diplôme d'entraîneur. Bien sûr. Voilà, ce n'est pas un parvenu et il a joué quand même en équipe espoir de France. Et il a entraîné des équipes, par exemple, OGC Nice en France. Il a quand même un background en matière de football parce qu'on ne le dit pas assez, mais il a été champion du monde avec la France en matière de football. Et lui-même, en tant que joueur, a brillé sur les différents stades africains. Absolument. À l'époque, avec les Didier Drogba, Zoro Marc-André, Kolo Touré et j'en passe, à l'époque où on parlait de cette équipe nationale. Mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'a jamais manqué de véritables métronomes en matière de football. Nous savons jouer au football seulement. Eh bien, nous avons constaté que ces dernières années, nos jeunes frères, nos jeunes pachidères, lorsqu'ils arrivent en équipe nationale, ils viennent chacun avec son orgueil. Mais là, on a vu une autre équipe hier. Voilà. Mais justement, parce que, et ça porte la marque de Faye Emers, qui a totalement transcendé cette équipe et qui a donné justement espoir à nos jeunes et leur a donné une fierté. D'ailleurs, j'ai suivi un poste de Didier Drogba qui se sentait frustré par la prestation que j'allais dire non appréciable des Ivoiriens face d'ailleurs à la Guinée équatoriale. Voilà, à la Guinée équatoriale. Et je puis vous assurer qu'il a fait un tweet qui n'a pas du tout été tendre avec ses jeunes frères, mais le résultat est aujourd'hui là. Franck Kessié transcendé, toute l'équipe transcendée. Et même, on peut reprocher à, je termine sur ça, on peut reprocher à un Aurier d'avoir fait cette erreur de marquage à la 4e minute, mais n'empêche qu'il il a terminé un match, il a terminé tout le match avec une grande volonté, un grand engagement. On parle d'une équipe transformée, Gérard, parlons de ces joueurs. Qu'est-ce qui a pu se passer? Parce que c'est depuis la question qu'on se pose depuis la semaine dernière. On se demandait déjà s'ils arrivaient en 8e de finale, qu'est-ce qui allait se passer dans leur tête? Finalement, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans leur tête? Ok. La première des choses, on va dire que celui qui était un tout petit peu étranger, en griffe, à cette sélection, c'est Guy Demel. Voilà, mais Faye Emers, le coach principal, Alain Gouamene, ce ne sont pas des personnes qui sont étrangères à cette équipe-là. Donc, ils connaissent déjà l'environnement. Donc, comme je l'ai dit,
pour démarrer ce match, la première des choses que Faye Emers et son staff ont fait, c'est de changer un certain nombre d'éléments et aussi le dispositif tactique de notre équipe. Ça, c'est déjà la première des choses. Et puis quand on regardons sur le déroulé du match, la gestuelle, le body language de Faye Emers, ça veut dire beaucoup de choses. Absolument. Et même vous en parliez, justement, vous en parliez tout à l'heure de la conférence de presse, de la question qui lui a été posée par le journaliste. C'est tout ça. Donc, il y a eu le mental qui a fait la différence sur ce coup-là. À propos de mental, justement, ici on écoutait un joueur, vraiment le héros du jour, même s'ils ont tous été héroïques, c'est Franck Kessié qui se prononçait tout de suite, juste à la fin de la rencontre. Bon, c'est clair, après quand tu sors d'un match contre la Guinée équatoriale, où tu te fais tabasser devant ton public, dans le stade qui porte le nom du président, c'est vraiment, on a senti cette frustration, cette humiliation. Et c'était comme si on était les vendus de la nation. Et après le match du Maroc, on a été repêchés. Je crois qu'on n'avait plus rien à perdre. Et comme on le dit, un revenant ne peut pas avoir peur. Donc on s'est dit, ouais, bien vrai qu'on va rencontrer le Sénégal qui est le tenant du titre et qui sort de 3 matchs, 3 victoires. Il fallait tout donner. Il fallait tout donner pour créer la surprise parce que la pression n'était plus dans notre camp, mais dans eux les camps. Et c'est ce qu'on a fait ce soir. On a répondu présent. Et Dieu merci, on a gagné. Oui, et Dieu merci, on a gagné quand on écoute un Franck Kessié qui a essuyé toutes les critiques après le match contre la Guinée équatoriale et qui aujourd'hui fait cette interview avec ce brin de joie, André, de satisfaction. Élisée Boloubeu, vous vous dites, mon Dieu, dans la vie, on peut passer par toutes les douleurs, mais il faut garder la foi et puis on s'en sort toujours. Moi, je pense que... Déjà, bonsoir, très cher. Bonsoir Christelle, bonsoir tout le monde, bonsoir chers téléspectateurs. Je crois que c'est un adage qui dit que seuls les imbéciles ne changent pas. C'est vrai. Élisée, vous voulez faire votre blé boudé là tout de suite? Non, juste vous dire qu'effectivement, Franck Kessié lui-même l'a dit dans son interview, il le reconnaît, je dirais ouvertement, qu'ils n'avaient pas été vraiment à la hauteur des attentes des populations ivoiriennes. Et c'était de leur devoir, en tout cas au regard, je dirais, de cette seconde chance qui leur a été donnée là, de montrer effectivement quels joueurs ils étaient, quel était leur niveau. Nous tous, nous étions conscients qu'ils jouaient en deçà de leur niveau. Il a fallu qu'ils élèvent un peu le niveau. Hier, et nous tous, on a été témoins de cette... quelquefois, j'ai l'habitude de le dire, je dis le football est souvent juste. Quelquefois, il est injuste, mais il est juste. Parce que vous ne pouvez pas avoir eu 57% de position de balle. C'est-à-dire avoir dominé le tenant du titre. Et nous tous, on a été témoins de ça et puis sortis de là sans la victoire. C'est des choses qui peuvent arriver, mais pour une fois, le football a été juste. Et les jeunes gens méritent vraiment leur victoire. Et c'est tout ce qu'on leur demande. Et ça, c'est un état d'esprit, je pense, qui vient de naître. Exactement. Parce qu'avant, vraiment, il faut remonter à très loin pour voir la Côte d'Ivoire encaisser un but et puis revenir dans le match et puis égaliser. La plupart du temps, c'est nous qui marquions et puis on n'arrive pas à conserver, les gens égalisent. Mais cette fois-ci, je crois qu'à partir du match d'hier, c'est un déclic qui vient de se créer et je pense qu'on aura une autre Côte d'Ivoire, désormais en tout cas. De ce point de vue-là, Élisée, vous faites bien, vous dites qu'on aura une autre Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on n'est pas en train justement d'avoir un optimisme trop exagéré? On va croiser donc l'équipe du Mali. Gérard, on peut en dire un mot, qui vient de se qualifier. Exactement. Quelles étaient les conditions de ce match? Et puis on embraye sur, est-ce qu'on n'est pas trop optimiste en regardant justement ce prochain match-là? Comment ça s'est passé avec le Mali? Oui, le Mali face au Burkina Faso, deux voisins, un duel fratricide, on va le dire clairement. Bon, dans le sens du jeu, hein, oui, bien sûr. 2-1 pour le Mali, donc il se qualifie pour les quarts du final et qui va rencontrer son autre voisin, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Ce sera samedi prochain au stade de la Paix de Bois-Quétien, le bien nommé stade, à partir de 17h. Ah ouais, quoi qu'il en soit. Il y a beaucoup de symbolique, on parle de symbolique. Exactement. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas si c'est ce que vous apprêtiez à dire, est-ce que finalement on se dit que la Côte d'Ivoire devient pour le coup inarrêtable? C'est de l'optimisme, mais un optimisme caché. Moi, je préfère qu'on avance caché plutôt que d'afficher très clairement ses ambitions. Et c'est ce qu'on a fait depuis le huitième de finale, même disons depuis que le Maroc, par la grâce de Dieu, enfin, nous a qualifiés. Voilà. Et on avance caché, avançons caché, n'affichons pas tellement d'optimisme, quoi qu'il en soit. Pour ce qu'on a vu hier, ça nous donne d'avoir beaucoup d'espoir en cette équipe-là. On en avait déjà de l'espoir, le patriotisme obligeant. Mais cette fois-ci, là, on a beaucoup d'espoir et on sait qu'avec cette équipe, on peut aller loin. Sarah, c'est vrai que vous êtes supportrice numéro 1 du Maroc. Mais quand vous regardez l'équipe de Côte d'Ivoire, est-ce que vous vous dites,
on a raison d'être dans un optimisme. Qu'est-ce que vous dites? Modéré ou vraiment exagéré? On est les meilleurs, on peut gagner le Brésil aujourd'hui? Bon, c'est important de rester humble, mais pour répondre à votre question, je pense qu'on a tout à fait raison d'être optimiste. Je suis extrêmement optimiste en fait pour la Côte d'Ivoire, sincèrement, après avoir vu le match d'hier, parce que j'ai vu de quoi ils étaient capables. Ils ont quand même éliminé le tenant en titre de cette coupe, le favori de cette compétition, une équipe qui a marqué d'entrée de jeu un but au moins de 5 minutes. Après avoir vu ce que j'ai vu hier soir, le potentiel de cette équipe, et également l'exploit réalisé aussi par le nouveau coach, l'organisation tactique qui a porté ses fruits. Tout ça fait qu'on a une combinaison pour moi qui est très gagnante et maintenant le mental en plus est au bon niveau. On sent une équipe absolument forte et soudée. À aucun moment j'ai ressenti hier qu'ils lâchaient un petit peu. Ils n'ont jamais perdu espoir et surtout ils sont restés dans cette positivité, dans cette énergie, cette fluidité. Je les ai trouvés vraiment impressionnants face à une équipe qui était très forte. Même techniquement, enfin, je veux dire, tout le monde pensait que le Sénégal emporterait peut-être cette coupe. Donc non, je suis vraiment très optimiste pour la Côte d'Ivoire. Peut-être une finale Côte d'Ivoire-Maroc, pourquoi pas, ce serait sympa. De tous nos voeux, n'est-ce pas? Alors, Marius, on sort un peu de notre optimisme et puis observons quelques joueurs qui se sont distingués. On le disait, Cossonu qui a fait un gros match. Oui. Jusqu'à présent, la question demeure, on ne va pas remuer la plaie le couteau dans la plaie, mais Dieu merci que Faye Emers l'ait positionné. Gros défenseur, l'homme du match. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça qui vous ont fait plaisir? Oui, évidemment, au-delà de Cossonu, vous avez également Ghislain Kona, qui a fait un travail, d'abattage, un abattage monstrueux. Il n'a pas du tout lésiné sur les moyens. Il s'est défoncé comme un beau diable. Et puis, au final, on s'est retrouvé à préserver justement nos acquis. Mais en dehors de lui, il y a également d'autres joueurs qui ont émerveillé l'ensemble des Ivoiriens. Et je pense qu'à la matière, la Côte d'Ivoire peut être fière aujourd'hui d'avoir retrouvé une équipe nationale comme elle l'aurait souhaité. La Côte d'Ivoire a beaucoup investi dans cette CAN. Les Ivoiriens se sont mobilisés comme un seul homme, d'abord en démontrant toutes les capacités hospitalières, en s'engageant véritablement aux côtés des pouvoirs publics pour que justement cette CAN soit réussie. Et aujourd'hui, avec ce que nous constatons, eh bien, nous ne pouvons... Les mots même nous manquent. Parce que je comprends. Au-delà de tout, croyez-moi, nous sommes encore dans les stars. Élisée, mais vous, quand Christelle vous donne la parole, je suis en train de penser justement à comment vous pouvez analyser un peu ce qu'a réalisé le coach de bout en bout, sa sélection, ses réactions dans le match, sa gestion du match, du banc, etc. Quelle est votre analyse globale sur tous ces points-là, Élisée? Oui, moi, je pense que c'est vrai, les 11 entrants, ou du moins tous ces joueurs qui ont joué hier ont été héroïques. Mais franchement, je fais chapeau bas au coach. Déjà, oui, parce qu'il a posé des actions qui ont montré que c'est quelqu'un de caractère. Moi, je parie que peu d'Ivoiriens auraient eu le courage de sortir Seko Fofana à ce moment du match. Oui. Il l'a fait. Et toutes ces personnes qu'il a mis, qu'il a remplacées, ont apporté l'énergie nécessaire, le résultat escompté. C'était un coaching gagnant. On sent qu'il a pris le temps d'observer ses joueurs, de les étudier compartiment par compartiment, et il savait exactement où étaient ses forces. Et il a travaillé sur ces forces-là. Il le disait tout à l'heure, quand vous prenez Cossonu, mais beaucoup d'hommes peut-être ne le savent pas, mais Cossonu aujourd'hui constitue avec Edmond Tassoba du Burkina Faso, la charnière centrale du Bayer Leverkusen, qui est aujourd'hui leader de la Bundesliga. Aujourd'hui, ils sont considérés comme la meilleure charnière centrale en Europe. C'est la meilleure défense. Ces deux-là, c'est Edmond Tassoba, le Burkinabé, et Cossonu. Donc, ça vous dit que quelque part, on ne pouvait pas avoir quand même une telle pépite et puis ne pas vraiment la voir évoluer sur le terrain. Et les choix qui ont été faits hier ont montré pour moi la force de caractère de MS Faye. Parce qu'il aurait pu continuer dans ce qu'il a trouvé. Mais il s'est dit non, à un moment donné, il faut que moi-même, je monte. Parce que certainement, de sa position de second, il ne pouvait pas certainement prendre un certain nombre de décisions. Mais avec du recul, il a vu effectivement là où étaient les compartiments, il fallait agir. C'est Rémi Mikel qui rentre hier, qui fait aussi un jeu monstrueux, qui devient même l'homme du match. Voilà. Donc on se dit quelque part que ce n'est pas juste quelqu'un
qui est apparu là comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est quelqu'un qui connaît véritablement le football et qui a pris la peine d'étudier les éléments dont il a à disposition. Et ça, c'est des bons augures pour la suite. C'est vrai que je vais peut-être ironiser un peu, mais tout à l'heure, il disait que bon, on ne peut pas être dans l'euphorie et puis dire qu'on a déjà battu le Brésil. Mais je peux dire qu'on a battu le Brésil par procuration. Parce qu'on a battu le Sénégal qui a battu le Brésil en match amical 4. Alors, quand on parle de Faye et Mers comme ça, on se rappelle qu'il n'est qu'intérimaire. Hein. Est-ce que pour vous, justement, on ne devrait plus être dans une optique de chercher un autre coach et de dire attention, il faut travailler avec celui qui est là, avec tout ce qu'il apporte, et puis lui donner la confiance nécessaire de bâtir sur le long terme une équipe, parce qu'on a la Coupe d'Afrique qui arrive, il y en a la Coupe du Monde. Est-ce qu'on devrait titulariser Emers Faye? Bon, il faut dire que dans le plan même de la FIF, de l'organe de gestion de la FIF. Si, pour ne pas vous couper, on le rappelait la semaine dernière, quand Idriss Diallo nommait justement Jean-Louis Gasset, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit que l'idée, c'était d'envoyer un coach local, inexpérimenté, en griffe, mais qui allait apprendre auprès de l'autre, etc. et monter ensemble. Exactement. Et donc, Faye et Mers étaient sur la table des responsables de la FIF en tant que coach principal. Bon, il a fallu... Maintenant, la question qu'elle pose, elle est intéressante que vous y répondiez directement. Est-ce que d'ores et déjà, il serait temps pour la FIF de dire nous, ce n'est plus une question d'intérim? Ce serait un peu quand même trop juste pour l'instant. Vous pensez que ce serait trop juste? Pour nous, il faut laisser Faye et Mers faire ses preuves avec cette équipe nationale. On a encore quelques 2 ou 3 matchs à jouer pour jouer cette finale. Et je pense que... Ah non, mais il faut qu'on en ait 3, hein, parce que vraiment... Non, soyez rassurés d'une chose. Faye et Mers a une idée claire de ce qu'il doit faire à la tête de cette sélection. Donc pour l'instant, le peuple de Côte d'Ivoire et les populations qui nous regardent à l'extérieur retiendront que, in fine, il avait été positionné pour être le sélectionneur. Il faut consolider les acquis de ce temps. Voilà, il faut qu'il soit donc officialisé comme étant le principal. Si le Cameroun l'a fait avec Rigobert Song, si le Sénégal l'a fait avec l'autre, Cissé, Alioune Cissé, mais la Côte d'Ivoire on a de grands champions. Le faire. Très bien, pour aller quand même, parce qu'on ne va pas... Même le Maroc. On ne va pas oublier qu'on était face à un adversaire et puis on va parler quand même de notre prochain adversaire. Commençons à nous poser la question de savoir, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui a fait déjouer le Sénégal ou c'est le Sénégal même qui a mal jugé justement l'état d'esprit des Ivoiriens? Comment vous analysez aujourd'hui, Sarah, vous qui êtes une grande sportive dans l'âme, on le sait, comment vous analysez cette sorte de débâcle, disons-le comme ça, du champion en titre qui avait quand même 9 points, 3 matchs gagnés sur le premier tour? Oui, alors je pense que c'est une combinaison des deux. Mais peut-être que ce qui a plus penché dans la balance, j'en reviens encore, pour moi, c'est le mental et l'énergie avec laquelle l'équipe ivoirienne est arrivée. Ils n'avaient rien à perdre et aussi peut-être à se racheter par rapport au dernier match avec la Guinée équatoriale qui a été très difficile à encaisser pour les Ivoiriens, encore plus pour eux. Donc je pense que, vous voyez, quand j'ai en tête en fait le regard de Kessié juste avant de tirer ce penalty, qui était absolument... je n'ai pas senti une seule seconde un doute dans son regard. Je veux dire, on était tous en train de trembler autour en se disant mais est-ce qu'il va y arriver, etc. Je n'ai senti à aucun moment un doute dans sa manière d'opérer et je pense que c'est tous les joueurs qui sont venus avec cette énergie. Donc effectivement, il y a deux choses. On voit des Ivoiriens qui sont déterminés, qui ne sont laissés abattre par absolument aucun événement. Et puis du côté sénégalais, je ne pense pas honnêtement qu'ils ont sous-estimé ce match et les joueurs parce qu'il me semble que le Sénégal a très rarement battu, si ce n'est que peut-être très peu ou jamais la Côte d'Ivoire dans ce genre de compétition. Donc il y a peut-être aussi cette malédiction qui était en tête de leur côté qui a pu jouer. Et souvent, les teneurs en titre, pendant les huitièmes de finale, je ne sais pas pourquoi, mais ils n'arrivent pas à passer cette phase. Donc non, je pense qu'ils sont venus préparer et on le voit bien pendant les 5-10 premières minutes du match. Ils sont venus avec cette énergie débordante parce qu'ils savaient qu'ils devaient mettre le paquet. Parce qu'au contraire, moi, on ne les a pas du tout sentis mou ni quoi que ce soit. Donc je pense qu'ils savaient très bien qu'ils allaient devoir jouer encore plus que d'habitude. Non, je ne pense pas qu'ils ont sous-estimé le potentiel de l'équipe ivoirienne pendant ce match en tout cas. Gérard, les Sénégalais ont sous-estimé, vous pensez qu'ils ont sous-estimé l'équipe ivoirienne? Un tout petit peu. Ils ont regardé... C'est pour cela qu'ils contestent un peu notre victoire. Voilà, ils ont regardé, je veux dire... de très très haut, cette équipe de Côte d'Ivoire, ils se sont dit, écoutez, les mecs, ils ont pris 4-0 face à
face à la Guinée équatoriale. Eh bien, nous, on est les champions en titre, on est la meilleure équipe de ces phases de poule avec 9 points. Ils ont bouclé le compteur et tout. Avec encaissé qu'un seul but. Un seul but. Donc hier, avec le but qu'on leur marque, ça fait 2. Et je crois qu'ils se sont dit, quand ils ont marqué le but, on a vu que le Sénégal carrément a levé le pied. Ils se sont dit, bon, allez, on connaît ces gars, on sait qu'au mental, jouer dans leur voilà, c'est pas terrible. Tabouret, hein. On vient de marquer le but, donc on sait qu'on va les écraser et tout. Donc là, ils ont sous-estimé les Ivoiriens, ils ont surestimé leur force. Or, on sait, historiquement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, avant cette rencontre, s'étaient déjà croisés 2 fois. Une première fois en 65 pour la 3e place. La Côte d'Ivoire avait gagné 1-0. Une deuxième fois en phase de poule, la Côte d'Ivoire avait également gagné en 86 en Égypte. La Côte d'Ivoire avait gagné 1-0. Donc, à l'époque de quand même Jules Bocandé. Voilà, ouais, exactement. En 1980, c'était un but de Aboulaye Traoré Ben Badi, les Ivoiriens, vous savez, ce grand technicien que nous avons eu. Voilà, donc ils sont arrivés, ils se sont placés dans le petit 4-3, le milieu au début. Pression, ils ont fait pression. Mais dès qu'ils ont marqué, j'ai vu que le Sénégal a carrément levé le pied. Est-ce que là, Élisée, Belouboué, après, Marius pourrait y répondre s'il veut bien, hein, est-ce que finalement, ce n'est pas le Sénégal qui a flanché mentalement, là où beaucoup pensaient que ce serait la Côte d'Ivoire, notamment au regard même du scénario, un premier but dans les premières minutes de jeu. Est-ce qu'il n'y a pas eu justement une inversion comme ça de rôle? Moi, je pense, c'est vrai, j'y viens, mais pour peut-être reprendre ce qu'ils ont dit, moi, je pense que c'est plutôt les Ivoiriens qui ont élevé le niveau du jeu et leur mentalité. C'est-à-dire qu'ils ont décuplé pratiquement ce qu'ils étaient capables de faire. Ils ont joué vraiment, pour certains, au-dessus de leur niveau et pour la moyenne, vraiment juste au-dessus de leur niveau. Voilà, au moins. En tout cas, c'est ce qui m'a été donné de constater pour la simple raison que vous ne pouvez pas être sorti de ce traumatisme qu'on connaît à Ebimpe, 4-0, et vous prendre le premier but face au tenant du titre à 4 minutes, moralement et mentalement, il faut être fort pour donner cette prestation que les éléphants ont donnée hier. Donc, en réalité, c'est les éléphants qui ont élevé leur niveau de mentalité, leur haine de vaincre, qui a donné le résultat que ça a donné. Parce que les Sénégalais, c'est normal, hein, ils sont champions tenants du titre, ils font 3 sur 3. Parmi les 3 sur 3, ils battent la Guinée, ils battent comment dirais-je, le Cameroun. C'est quand même pas négligeable. Voilà, donc ils viennent vraiment avec une dose de confiance qui est naturelle et qui est normale. Donc, ils étaient vraiment dans leur peau. La seule personne peut-être qui jusque-là, quand même, je pense par expérience, se disait qu'il faut faire attention, c'était le coach. Oui. Et ça se sentait dans ses propos, dans tout ce qu'il disait. Il disait non, c'est le football, parce que lui, il a fait du haut niveau. Pendant longtemps, il sait ce que c'est. D'affronter une équipe qui n'est vraiment pas forcément celle qui est très cotée. Il sait ce que c'est, donc il prévenait ces éléments. Mais après 4 minutes, ils sont tombés dans l'euphorie. Ça, c'est clair. 4 minutes, ils ont marqué le but. Et là-dessus, pour rebondir très rapidement là-dessus, Élisée, quand ils ont marqué le but, ils sont venus en bloc bas, en bloc très très bas. C'est-à-dire qu'ils attendaient que les Ivoiriens viennent vers eux. Ils se sont dit, bon, l'affaire est déjà pliée, quoi, malheureusement. Voilà. Et en milieu de terrain, il n'y avait plus et là, comme je vous le disais, il faut remonter à très longtemps pour voir les éléphants de Côte d'Ivoire encaisser un but. Et puis remonter aussi facilement. Donc ça, tout le monde l'a à l'esprit. Donc ils savent que ils ont en face de des gens qui mentalement n'auront pas le répondant pour réagir. Très bien. Mais justement, c'est là maintenant que les éléphants ont fait la magie. Oui. Alors, Marius, quand vous regardez un peu cette équipe du Sénégal qui, après match, déjà, lorsqu'il y a le penalty sifflé à la 86e minute, on force un peu le gardien, du moins l'arbitre gabonais, à regarder un peu la VAR. On voit l'entraîneur sénégalais qui met la pression. Ses assistants. Et voilà, qui essaie de mettre la pression. C'était de bonne guerre pour eux, de toute façon. Et même, il a écopé d'un carton jaune. Exactement. Ensuite, on a Diatta qui, à la fin du match, dit que vous nous volez notre victoire, prenez votre canne. Comment est-ce que, justement, vous observez tout ceci? Vous dites quoi? C'est des mauvais perdants? Non, c'est des mauvais perdants, on pourrait le dire. Mais en plus de cela, il faut reconnaître que l'action même de Mendy devrait lui coûter un carton. De Mané. Non, de Mendy. Sur Pépé, l'action qui a engendré justement le pénalty. Voilà, devrait donc valoir à Mendy un carton rouge parce que Mendy était considéré comme étant le dernier défenseur. Et à la matière, les règles du football sont assez claires là-dessus. Mais au-delà de cet aspect des choses, Mané même ne devrait pas poursuivre
Après 10 minutes, il devait sortir. Voilà, après l'acte qu'il a posé sur Sangaré. Parce que cet acte-là méritait également un carton rouge. Ça me permet rapidement d'observer un peu très rapidement l'arbitre. Mais même pour terminer, suivez avec moi que même au niveau du Sénégal, de Dakar, sur tous les réseaux sociaux, les Lions allaient se bouffer ces pachydermes à moins d'une demi-heure de rencontre. Ça n'a pas été le cas. On n'aura pas eu le temps de vous poser cette question, mais parlons quand même très rapidement un mot de notre prochain adversaire. Très rapidement. Du Mali, on laisse l'arbitre en parlant du Mali. Le Mali, c'est beaucoup de fraîcheur, beaucoup de technique. C'est un adversaire difficile à jouer, mais les éléphants l'ont déjà fait une fois, ils peuvent le faire une deuxième fois. Sarah? Je ne pourrais pas trop m'exprimer sur le Mali parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir à l'œuvre, mais très rapidement. C'est gérable. Oui. Très bien. Marius? Mali, Côte d'Ivoire, on se connaît. On se connaît. Eux-mêmes, en ce moment, ils tremblent là-bas. Après avoir vu ce qu'on a montré à l'équipe du Sénégal, il n'y a aucune équipe aujourd'hui en dehors du Maroc qui ne tremble pas. Les supporters ne seraient-ils pas en train de prendre vraiment les adversaires de haut? Le Mali a une très belle équipe, ça il faut le reconnaître. En Afrique, je pense que c'est l'une des équipes qui a le meilleur fond de jeu. Ça c'est clair. Mais la Côte d'Ivoire, pour lui, je pense l'expérience et je pense le déclic qui est né hier à la suite de la combativité, du match face au Sénégal. Et bien évidemment, je pense que la Côte d'Ivoire gagnera le samedi. Très bien, merci beaucoup. Restez avec nous, ce n'est que la première partie de l'émission. En seconde partie, on revient. À tout de suite. On n'est pas seul, on est beaucoup. C'est certaines des paroles de la chanson de Révolution que vous pourrez réentendre. C'est une chanson tellement inspirée de cet artiste, une chanson qui montre toute la foi que les supporters, les Ivoiriens ont en cette équipe. Ils savent aujourd'hui que le football reste le football. Tant que les footballeurs se donnent et qu'au final, ils tombent les armes à la main, ils continueront quand même de les encourager. Mais pour l'heure, ils sont toujours en train de gagner. Et nous, on aime ça, on est très contents d'en parler avec vous-même. Cette CAN se déroule très très bien, Christelle. Il y a beaucoup d'actions de part et d'autre. Nous allons sans doute ouvrir cette partie avec l'une de ces actions majeures et on continuera de décrypter notre qualification et parler justement du match qui va avoir lieu samedi. Exactement. En tout cas, merci d'être avec nous. Ils sont toujours là. Marius Komoé est toujours avec nous. Élisée Boloubeu, Sarah Wadili, épouse Ndia, est là. Et Gérard Talman. Merci de rester en notre compagnie. Et aussi vous, merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les différents réseaux. André le disait tout à l'heure, on va encore regarder cette merveille qui s'est déroulée donc hier. On va essayer de décrypter encore une fois et parler de ce qui nous attend parce que maintenant, tous nos regards seront portés du côté de Bouaké. Bouaké, voilà, où la Côte d'Ivoire. Le stade de la paix. Voilà, le stade de la paix où la Côte d'Ivoire va affronter le Mali. Mais avant, est-ce qu'il y a des dernières choses à dire sur notre belle victoire? Parlons de la session des tirs au but. C'est une session difficile. Est-ce que vous avez réussi? Il y en a qui se cachent. J'ai vu quelques images. Bon, enfin, je ne dirais pas comment est-ce que nous-mêmes on était, comment André les a passées et moi-même. Mais bon, Marius, comment est-ce que vous étiez devant votre téléviseur, vous vous êtes dit, je mets mes écouteurs, j'écoute de la musique et puis faites-moi le point des résultats? Non, moi j'ai pris toujours pour habitude de suivre les moments de tir au but. Je veux les vivre. Voilà, en direct. Et croyez-moi, c'est des moments palpitants où le cœur bat la chamade. Mais c'est dur quand même. Ah non, c'est des moments extrêmement difficiles parce qu'on ne sait pas ce qui se trouve dans la tête du joueur qui est appelé à tirer. Au moment d'exécuter l'acte de tirer le penalty, on a beaucoup d'appréhension. Et là, quand le Sénégalais, le troisième tireur sénégalais, a envoyé le QI directement sur la batte, sur le poteau gauche, c'était la totale. Pour nous, il n'y avait aucune raison de rater cette opportunité que le Sénégal nous offrait avec ce tir qui venait d'être raté. Très bien, et donc, c'est ce que nos joueurs ont compris. Et donc, à tour de rôle,
ils ont assumé devant l'histoire. Moïse Komoé, évidemment, Marius, j'ai dit Moïse, Marius Komoé, évidemment, ouais, enfin, si vous êtes Moïse, vous allez nous faire traverser. Oh non, mais hier tu as tellement été heureux que bon, ben voilà, la fatigue s'est fait encore sentir. Marius, vous parlez justement de cette séance de tir au but et Gérard, avec vous, on va se poser la question, qu'il y a quand même, c'est pas une partie dans le football moderne qui est négligée, c'est-à-dire que ça se prépare en amont, vous l'avez dit, et évidemment, ça fait partie des conditions même pour aborder ce type de rencontre. Exactement. C'est justement pour ça qu'on parle d'abord dans un premier temps d'un temps réglementaire. 90 minutes et plus les 30 minutes. Les prolongations. Ensuite, la séance des tirs au but. Voilà. On se souvient qu'en 2006, la Côte d'Ivoire perd la Coupe d'Afrique face à l'Égypte. C'était au tir au but. Exactement. En 2012, la Côte d'Ivoire perd, c'est encore au tir au but. Et ce n'est pas une séance générale. Au début, les gens avaient cette fâcheuse tendance à faire considérer au tir au but, justement, à faire considérer cette séance des tirs au but comme étant une loterie, comme étant un hasard. Mais c'est des choses qui se préparent. C'est une chose qui se prépare. Écoute, en décembre 2022, quand la France, dont je suis un fervent supporter, perd la séance des tirs au but face à l'Argentine, mais ça fait jaser les amateurs de foot en France. Parce que Didier Deschamps avait eu cette tendance-là à négliger un peu cette pratique-là des tirs au but. Donc, nos gars, ils ont fait preuve de technicité, ils ont fait preuve de sang-froid. Et surtout, Franck Kessié, lui, alors là, un premier... Penalty. Ok. Je vous arrête rapidement, c'est pour vous relancer. D'accord. L'exemple de Franck Kessié est l'exemple le plus très éloquent du buteur égyptien, Mohamed, justement. Qui, lui, n'a pas réussi cet exercice. Tout à fait. Mostafa Mohamed, voilà, contre qui il jouait déjà? La République démocratique du Congo. C'est dire quand même la force mentale de Kessié. Et voilà, ça faut le... Et puis encore, là où Kessié a été magnifique, écoutez, Kessié, c'est un titulaire en puissance. Exactement. Premier fait, on dit, monsieur, écoutez, vu le dispositif que nous allons avoir, on vous met sur le banc. Première des choses. Ensuite, on vous sort du banc. Ensuite, il faut venir marquer le pénalty parce que tu as, la plus grosse expérience en la matière. Je me souviens qu'il avait marqué un pénalty comme ça lors d'un classico entre le Real Madrid et le Barça, voilà, qui avait donné la victoire au Barça. Voilà, donc il vient et il le marque. Ça, c'est en cours de jeu. Et là, à ce niveau-là, on parle de pénalty parce qu'il y a une nuance aussi entre le pénalty et les tirs au but. Voilà. Donc il marque en cours de jeu. Ça, c'est le pénalty. Il le transforme. Maintenant, il faut venir. On est le dernier tireur. Tu manques ce tir au but-là, on repart dans une autre séance. Franchement, il faut avoir du mental, il faut avoir le cœur en place. Et hier, comment je suivais, moi-même qui ne jouais pas, c'était compliqué quand même. Alors, Élisée Boloube, il faut avoir un mental et c'est un exercice, c'est une science, on apprend. La séquence des tirs au but, je crois, se prépare évidemment à l'entraînement. Mais il faut aussi dire que le gardien sénégalais était très bon. Mendy est très bon. La plupart des tirs, il a pratiquement suivi. On a eu peur. Oui, Mendy, c'est un excellent gardien. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Mendy faisait partie du top 3 des meilleurs gardiens au niveau mondial il y a seulement juste à peine 2 ou 3 ans. Donc, c'est un excellent... Même le meilleur, hein, carrément. C'est un excellent gardien de football. Donc, je dis que c'est pas... Et c'est quelqu'un qui est très bon aussi dans cet exercice. Il a arrêté quand même des pénalités difficiles quand il était à Chelsea. Et même qui lui a permis d'avoir même la coupe. Donc, c'est quelqu'un quand même qui s'y connaît dans cet exercice. Mais je pense que la séance de tir au but est l'expression, je dis, de la densification de la mentalité mais des Ivoiriens. Au niveau mental, c'était vraiment la preuve. Ça veut dire, et chaque fois je regardais, je suivais avec mon épouse et puis je disais, quand tu regardes l'aspect du visage des Sénégalais, tu sens du doute. Même leur capitaine quand il partait. Mais quand tu regardes l'aspect du visage des Ivoiriens, tu sens une certaine assurance. Mais attendez, vous ne pouvez pas avoir flanché il y a à peine 5 ou 6 jours, juste une semaine, à Ebimpe, comme quelqu'un comme Christian Kwame, et prendre le ballon avec assurance, aller le poser, et puis le tirer, le marquer. On sentait que quelque chose, il s'était vraiment transcendé. Et je crois que Faye Hermès, dans les séances de préparation de ce match, a travaillé là-dessus. C'est des scénarios qu'il faut prévoir. Vous pouvez jouer un match et ça peut terminer par les tirs au but. Donc, c'est des séances qu'il faut préparer. Très bien. Arrêtons-nous un instant, je le disais d'entrée, pour regarder. Après, évidemment, vous allez réagir là-dessus, vous allez voir, c'est un beau sujet qu'on va vous offrir. Là, on pourra en débattre. Vous savez, les violences de tout genre qui se manifestent en marge donc, des rencontres de football. Mais parmi ces violences-là, il y a des violences qui sont basées sur le genre.
Et beaucoup d'associations, de fondations mènent un ensemble d'opérations. Et il y a l'une qui est en ce moment au front et on va en parler avec vous, Christelle. Exactement. C'est donc Madame Danielle Cissé Lidegwe, épouse Bakongo, qui a organisé avec un certain nombre d'ONG ce qu'on appelle la marée orange, justement pour sensibiliser contre les violences basées sur le genre pendant la CAN. Parce que lorsqu'on est content, on peut avoir des attouchements assez bizarres dans les stades ou dans les endroits. Comme on a vu et qui est relayé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Oh, on sait ce qu'on a vu tous. Bon, dites-nous, enfin, dites à la Cette nation. jeune dame qui semblait se faire draguer par ce Tom âgé. Ah oui, c'est quelqu'un que je connais très bien d'ailleurs. Est-ce qu'il était en train de la draguer? C'est une façon de rire. C'est une façon de rire. Très bien. Donc, voilà, avec un certain nombre d'ONG, Koumassi, les rues de Koumassi ont été prises d'assaut pour sensibiliser, porter de la voix pour dire non aux violences faites aux femmes. Regardez. Réunis au sein d'une plateforme dénommée la Marée Orange, plusieurs membres et ONG œuvrent pour la même cause, à savoir lutter contre les violences basées sur le genre. Ils ont décidé de s'unir contre les violences en faveur des femmes. Zéro violence pendant la CAN. Tel est le combat de la Marée Orange tout au long de cette compétition en terre ivoirienne. Selon ces militants des droits de l'homme, tous devraient être pour l'égalité entre l'homme et la femme et l'élimination de toutes sortes de discriminations contre les femmes. Stop aux violences faites aux femmes et zéro violence faite aux femmes pendant cette CAN. Parce que nous avons tous des droits égaux. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des femmes qui vont en mini-jupe au stade. Vous êtes libre de vous habiller comme vous voulez, mais comme on le dit, il faut se protéger. Avant que les matchs ne commencent, on doit pouvoir donner de la place aux femmes. Chacun voit dans la femme qui se trouve au stade sa sœur, qu'il doit protéger. Pour que leur message soit entendu par toute la population, les membres de la Marée Orange ont pris d'assaut Abidjan lors d'une parade. C'est un intérêt national. Le message a été compris par cette ONG. Tout le monde entier même sait déjà que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de joie. Donc, sans violence même là, je pense que tout peut bien se passer. L'objectif est de sensibiliser les populations à ne commettre aucune violence sur les femmes pendant la durée de la CAN 2023 et même après la compétition. Toujours autour du slogan « Zéro violence pendant la CAN ». Zéro violence sur la CAN. Profitons pas justement de la CAN pour exercer des formes de violence basées sur le genre. Et c'est une initiative, évidemment, j'en parlais avec vous, ma très chère Sarah Ndiaye. Et là, je veux dire, qu'on dise que le sport sert à aussi améliorer notre façon de vivre, notre façon d'être vis-à-vis de l'autre. Et c'est la preuve qu'on vient de voir là. Oui, non, tout à fait. Et je salue ce genre d'organisation qui lutte pour ces causes, notamment celle de la violence faite notamment aux femmes et aux enfants. Qui dit CAN dit rassemblement en masse, etc. Et potentiellement, voilà, il peut y avoir plus de violences faites aux femmes pour le simple fait qu'elles soient plus vulnérables. Quand on parle de s'assurer que dans les stades, voilà, il y ait des toilettes pour hommes, pour femmes qui soient vraiment bien distinguées et séparées, qu'il n'y ait pas une sorte d'entrée commune, etc. C'est très important parce qu'il y a eu des incidents, il peut y en avoir partout. Et ce genre de message, justement, et d'initiative est là pour rappeler que ces violences existent et qu'il faut lutter contre ces violences. C'est la CAN de l'hospitalité. Pour le moment, tout se passe très bien. Le but, c'est que ça continue et protéger les femmes doit rester effectivement une priorité pendant les matchs, surtout pendant les matchs. Très bien. Alors, Élisée, réaction sur ce genre d'activité pendant la CAN, parce que certains retours avec ces ONG-là, et je pense qu'on aura Mme Cissé Lidegwe demain, il y a certaines femmes qui ont commencé à parler quand la Côte d'Ivoire perdait. C'était compliqué. Quand elle gagne aussi, comme hier, c'est aussi compliqué parce que dans la joie, et on a eu, je crois, Koulibaly ici, en vrai, bien sûr. Dans la joie comme dans la douleur, il faut savoir se contenir et ne pas agir envers la femme. Elle prend toujours les pots cassés. Bon, je pense que ce que vous dites est juste, mais je crois qu'il faut voir la problématique de façon globale, parce qu'en réalité aussi, contrairement à peut-être ce que beaucoup d'hommes ne savent pas,
il y a des hommes aussi qui subissent des violences dans les stades. Des violences. C'est pour ça qu'on dit basé sur le genre. Voilà. Donc, le genre, c'est hommes et femmes. Je suis d'accord, mais comme tout à l'heure, on a mis un peu plus en avant les femmes. Oui, c'est leur activité. Voilà qu'on peut juste préciser. Mais moi, je crois que le football et le sport de façon générale, c'est un vecteur de cohésion. C'est là où vraiment on exprime au mieux les brassages de culture, de personnes. Donc, logiquement, la violence ne devrait même pas avoir sa place dans le sport de façon générale. Et de telles initiatives sont encouragées à saluer et même des initiatives auxquelles il faut s'associer. Il faut peut-être même en fait des relais dans nos quartiers, dans nos environnements, parce que la passion du sport aussi, parfois, le trait est tellement mince entre la joie du sport et les violences qu'il faut constamment mettre dans l'esprit des uns et des autres vraiment la nécessité de pouvoir protéger les personnes les plus vulnérables, notamment, comme on l'a dit, les femmes, les personnes en situation de handicap, mais aussi des hommes qui sont aussi fragiles. Donc, c'est important que tous, vraiment, on fasse écho, on fasse bloc à de telles initiatives. Marius, la question que je souhaiterais vous soumettre, c'est là faire appel justement à votre expérience de leader justement de la communauté tout court. Comment justement on arrive dans un moment où le consommateur, on va dire, est préoccupé par sa fameuse victoire et exprimer sa joie, comment on arrive à le ramener à la réalité que tout ça doit se faire sans porter préjudice à l'autre. Comment vous parlez justement aux citoyens lambda pour oui, faire les choses évidemment, les questions relatives à la violence basée sur le genre constituent une préoccupation majeure pour les organisations de la société civile. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire et dans la plupart de nos États en Afrique, beaucoup d'organisations se mettent en place pour naturellement dénoncer toutes ces violences constatées tant dans le milieu sportif que dans le milieu surtout social. Et donc, le milieu sportif n'étant pas distinct, pour ne pas dire exclu du milieu social de l'humain, il est bien évident que ce qui se fait en milieu sportif devrait avoir naturellement une ascendance sur le milieu social. Et donc, pour nous, leaders d'organisations de défense et de protection des intérêts des populations, il est clair que la violence basée sur le genre est à extirper au sein donc du système sportif, au sein même de toute activité sportive. Et en la matière, l'initiative telle que entreprise par Madame Cissé Bakongo est extrêmement salutaire. Elle a eu des dévanciers et des dévancières au niveau national. N'empêche qu'on a besoin de nouvelles initiatives. Et cette initiative, au moment où se tient la CAN dans notre pays, est 2 fois, et pour ne pas dire 1000 fois salutaire. Et nous encourageons, nous l'applaudissons de tout le moment. Très bien. Alors, Gérard, VBG, c'est vraiment hommes et femmes. Hein. Hommes et femmes. Souvent, la fâcheuse habitude de penser les femmes, arrêtez de nous violenter aussi. Parce que vraiment, moi, faut-il que j'en témoigne à Christelle de ce que je subis tous les soirs avec qui? Les femmes, arrêtez de nous violenter. Non, c'est parce qu'on constate aussi, quelque part, une certaine fragilité de la part des femmes par rapport aux hommes. Ceci n'est pas qu'on est... Mais ce que Marius dit est très important. J'aimerais qu'il puisse développer. Quand tout à l'heure, il dit arrêtez de nous violenter dans les stades. Essayez d'expliquer un peu parce qu'il faut... La violence n'est pas forcément et uniquement que physique. Oui. Il y a la violence verbale qu'un homme peut subir justement d'une femme dans un stade ou dans toute activité sportive. Le fait qu'un homme vous approche en vous saluant, même si c'est pour vous faire la cour, il y a une façon polie et courtoise de le ramener à sa copie sans pour autant être virulente. À ses chères études. Bien sûr, sans pour autant être virulente. Maintenant, pour la plupart du temps, dans un stade ou dans tout milieu social. Voilà, tout milieu social, il n'est pas évident que nous constations très souvent, mais ce qui est très souvent approuvé, avéré dans les stades, c'est très souvent à la fin des matchs. Au moment où les populations rentrent chez elles, sortent des stades, sortent des lieux de compétition, que nous constatons de telles dérives. On va revenir vers Gérard. Je veux qu'on fasse un lien quand même, on parle de violence tout court, avec là aussi, même sur les réseaux sociaux, là on a entendu qu'il y aurait eu quelques personnes au Sénégal qui ont été molestées, tout ça. C'est d'appeler, de profiter de notre micro pour appeler les uns et les autres à la raison. Bien sûr. Ça reste un match de foot. Tout à fait. Et que toute forme de violence sur le genre ou sur la nationalité, ce sont des violences
qui ne devrait pas continuer d'exister, même s'il y a eu beaucoup de démentis sur bien sûr là-dessus. Il n'y a pas eu de mort, tout ça. Vous faites bien, André, en tout cas, de rappeler cela. C'est vrai qu'il y a une valeur qui est importante dans le sport de façon globale, mais dans le football de façon particulière, c'est le fair play. Ceci pour dire, écoutez, on joue un match, il y a 2 issues possibles. Absolument. Soit vous le gagnez, soit vous le perdez. Quand vous le perdez, sachez raison garder. Quand vous le gagnez, écoutez, exprimez votre joie, clairement. Et bon, on a vu toutes sortes de rumeurs, en tout cas de bas quartiers circuler, à la suite donc de la victoire des éléphants sur les lions de la Teranga. Fort heureusement, les autorités ont eu le nez creux pour rapidement mettre les choses dans le contexte. En tout cas, ceci pour dire, il y a eu le communiqué du préfet du département de Dakar qui a dit, tiens, il n'en est absolument rien, parce qu'ils sont allés même voir jusque dans les hôpitaux. Ceci pour dire que c'est important. Dans les morgues. Voilà, dans les morgues, et ils sont allés voir. Il n'y a aucun Ivoirien qui a été agressé. Il n'y a aucun Ivoirien dont la dépouille mortelle serait dans les morgues. Voilà, donc tout cela, en tout cas, c'est important. Mais il faut rappeler que notre ambassade même oui, aussi, est intervenue. Elle est intervenue. Voilà, à travers le premier conseiller, qui assure l'intérim aujourd'hui de l'ambassadeur, qui a été rappelé pour fin de mission. C'est ça. Dans tous les cas, les États se parlent, les pays se parlent, nos nations se parlent, les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire ne datent pas d'aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Elles ne finiront pas aujourd'hui à cause d'un match. Et je pense que de part et d'autre, donc, il faut savoir raison garder. Sarah voudrait donc intervenir. Oui, je voulais juste rajouter quand même, ce serait juste peut-être de le dire maintenant, vu que le match était juste hier. Mis à part peut-être la sortie d'un joueur à chaud, moi j'ai trouvé les Sénégalais quand même très fair-play, notamment le coach, on l'a senti partout, voilà, même sur les réseaux. Et il y a aussi cette image très sympathique d'un joueur ivoirien qui consolait un joueur sénégalais, son frère, et qui l'a embrassé même pour dire voilà, nous restons un même peuple uni. Ce n'est qu'un jeu. Ils jouent ensemble. Il y a le coéquipier de part et d'autre. Bien sûr, dans les clubs. Bien sûr. Et Élisée, vous vouliez aussi rajouter un petit quelque chose avant la fin? Oui, un peu dans ce sens, pour dire que c'est en cela qu'on interpelle la plupart du temps les acteurs, c'est-à-dire les footballeurs eux-mêmes, dans leur prise de parole. Leur prise de parole peut envenimer des situations comme elles peuvent stabiliser les situations. Vous pensez que les propos de Diatta ont envenimé la situation? Je ne suis pas en train de le dire, mais je suis en train de dire qu'il faut surtout avoir de la réserve dans les propos. Voilà, c'est important. Vous êtes un personnage public, que vous voulez oui ou non. Ce que vous dites là, c'est important. Les populations peuvent penser que vous êtes victime d'injustice. Et quand vous venez corroborer ce fait que vraiment nous sommes victimes d'injustice, vous mettez encore de l'huile sur le feu. Donc chaque prise de parole d'acteur du sport doit être dans une perspective de ramener la cohésion, d'apaiser et non pas de mettre de l'huile sur le feu. Très bien, Élisée, merci. En tout cas, merci à vous tous, les amis, d'avoir encore été très généreux à vouloir donc donner vos éléments de compréhension de ce qui s'est passé, de cette réalité tellement belle qu'on a vécue hier. Et vous en avez parlé ici ce soir. Merci de votre gentillesse à tous. Samedi, donc, Côte d'Ivoire, Mali, André? Ouais. Et tous derrière à 17h précisément. Et n'oublions pas que là, le Maroc a commencé à jouer. Il faut en parler. Oui. Le Maroc joue là. Avant qu'on parte, il y a un 0-0. Oui. Allez le Maroc! J'ai tellement envie d'écouter ma fameuse chanson Hakimi Moua, mais je ne peux pas, même si, voilà. J'aime les Sud-Africains, mais il faut reconnaître que le Maroc nous a fait un beau geste technique. Une passe aveugle qui mérite qu'on puisse lui retourner. On est ensemble, on reste ensemble. Le Maroc doit passer et le Maroc passera. En tout cas, merci beaucoup André. On a pris beaucoup de plaisir d'être en votre compagnie, André et moi. On se retrouvera demain. Merci Élisée. Marius Komoué, merci. Sarah Wadili, épouse Ndiaye, merci d'être venue. Pourquoi épouse Ndiaye, votre? Vous êtes avec un pied au Sénégal. Marius, c'est quoi cette question? Oui, vous avez un pied au Sénégal. Mais épouse Ndiaye, parce que il n'est pas question. Comment on les a battus? Merci à tous. Merci, allez, à demain. Merci.